Nous avons... Ah, attendez, j'attends juste mes slides. Ouais. Donc voilà. Alors, on a fait les slides en anglais. Du coup, on a une blague en anglais. Ceci est une casquette canard. On a mis un canard comme tout le monde. Sauf que ça marche pas en français. Donc voilà. Mais c'est pas grave. Par contre, on vous fait tout en français. Alors, tout d'abord, qui nous sommes je suis Borémy, je suis architecte chez Octo depuis, ça va faire bientôt 8 ans. Je suis dans la tribu Nouvelle Architecture de Données et je suis accompagné de Stéphane. Voilà, et j'ai rejoint récemment la tribu Nouvelle Architecture de Données. Voilà. Donc chez Nouvelle Architecture de Données, on fait du NoSQL, mais pas que, on fait aussi des solutions de streaming, des choses comme ça. Et aujourd'hui, on vous parle d'un théorème. On va me dire, pourquoi on me parle d'un théorème? Moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de maths. Voilà, ils vont nous barber avec de la théorie. Ouais, mais juste un peu. D'accord? Ça va ressembler à ça, ça va vous faire peut-être un petit peu peur. Mais en fait, on va essayer de le réduire au minimum. Et on pense que c'est important parce que un théorème, c'est précis. Et on veut juste apporter le minimum de précision et de vulgarisation pour que vous puissiez comprendre ce qu'il y a de bien dedans et ce qu'il faut peut-être remettre en cause ou rediscuter. On a parlé de digitalisation tout à l'heure. Ludovic vous a donné une définition. Moi, je vais retenir quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus, dans tous nos métiers, des enjeux au niveau de l'informatique sur tout ce qui va être l'élasticité des solutions, la haute disponibilité, la performance. Et toutes ces choses-là, on les a eues notamment en distribuant les systèmes. Aujourd'hui, c'est devenu très difficile de faire de la haute disponibilité ou de la très haute performance avec des systèmes non distribués. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, et même si historiquement les systèmes distribués, c'est compliqué, ça devient la norme. Et là, on veut vous donner, sur des systèmes distribués, les bonnes questions à vous poser pour avancer. Donc, l'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est faire une petite passe sur le théorème CAP pour savoir pourquoi c'est pratique. Enfin, c'est pas forcément applicable directement, mais c'est utile. On va vous donner des bonnes questions à vous poser pour pouvoir concevoir vos systèmes distribués, qui contiennent de la distribution, et faire correspondre la conception de vos systèmes aux enjeux métiers. On va partir de ça, ce que je vous ai dit. Ça peut être un peu impressionnant pour ceux qui n'ont plus l'habitude de lire des papiers mathématiques, mais on va rapidement vous montrer qu'en fait, c'est pas plus grand que ça, et qu'en fait, vous savez tous le faire. Je passe la main à Stéphane, qui va vous parler de la conjecture de Brouwer. Merci Borémy. Le théorème CAP, ça a commencé tout simplement par la conjecture de M. Brouwer dans les années 2000. Mais avant de parler de sa conjecture, je vais juste rappeler ce qu'est un système distribué. À gauche, vous avez un système qui n'est pas distribué, un système où l'utilisateur va envoyer une requête et la machine va lui répondre. C'est très simple. Par contre, à droite, vous avez un système qui est distribué. Quand un utilisateur émet une requête, les machines vont d'abord émettre des requêtes entre elles, se répondre entre elles, et ensuite seulement, il y a une réponse qui va être apportée à l'utilisateur. Il y a la notion de nœud. Chacune des 7 machines, plus tard, je vais les appeler comme étant des nœuds. Monsieur Eric Brouwer, ça va être notre guide pour cette présentation. C'est ce gentil moustachu. Dans les années 2000, il a posé une conjecture qui a été prouvée ensuite 2 ans plus tard par Gilbert et Lynch. Borémy vous parlera ensuite de ce qui s'est passé après, soit la vie après le théorème CAP. Ça, c'est la slide originale de M. Brouwer dans les années 2000. Ce qui est important, c'est la description de 3 propriétés que peut avoir un système distribué: la consistance, la disponibilité et la tolérance aux partitions. Le C, le A et le P. Tout simplement, le théorème dit qu'on ne peut pas avoir les 3 propriétés en même temps pour un système distribué. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, tout simplement. Là, c'est le moment où je vais définir formellement, issu des définitions de la preuve, ce que veut dire le A, le P, le C. Et donc ça va devenir un peu plus compliqué. Dans les slides qui vont suivre, il va y avoir en anglais la définition qui est citée. Ce n'est pas forcément obligatoire de la lire ni de la comprendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais les illustrer par l'exemple, en français dans le texte. Donc on va commencer par la cohérence. Et ici, la cohérence, c'est une notion de cohérence linéaire.
Je vais prendre l'exemple d'un système distribué qui est une base de données qui contient une unique variable V. Cette unique variable, elle va être changée au cours du temps. Par exemple, elle va valoir V1 dans la période jaune, V2 dans la période rouge et V3 dans la période bleue. Il y a deux opérations, des écritures et des lectures. Dans notre contexte, cette propriété peut se dire que toute lecture qui suit une écriture doit renvoyer la valeur qui a été écrite ou une valeur plus récente. Si je fais un exemple, en tout dernier, la lecture bleue va et doit renvoyer V3. La lecture rouge, elle va mettre un peu de temps à se faire. C'est une requête, on ne va pas répondre forcément tout de suite. Si elle se terminait avant l'écriture de V3, elle devrait renvoyer V2. Si elle se termine après, elle va renvoyer V3. Ça va encore? OK. Ensuite, je vais parler du A du théorème CAP, qui est la disponibilité. Tout simplement, c'est qu'un nœud, les nœuds de votre système distribué doivent répondre aux requêtes, sauf, et le sauf est important, sauf s'ils sont KO pour une raison X ou Y. Ce qu'il y a à noter, c'est que ce n'est pas un SLA de 100% à cause du sauf. Pourquoi? Parce que dans la propriété, si par exemple je dis que dans mon système tous mes nœuds sont KO, personne ne répond, selon la définition, mon système est quand même disponible. Ce qui est OK, acceptable. Mais un cas très particulier. Donc ça, c'était la disponibilité. Et la dernière propriété des systèmes distribués, ça va être la tolérance aux partitions, le P. Ce que vous savez tous, c'est que dans un réseau, l'envoi des messages n'est pas fiable. Les messages peuvent se perdre. Et une des conséquences possibles, et ce que dit la citation, la propriété, c'est qu'il peut exister des partitions. Qu'est-ce qu'une partition? C'est tout simplement ça. Il y a deux sous-ensembles, sous-parties, qui ne communiquent plus pendant un temps qui peut être indéterminé. Et on ne sait pas forcément quand ça va s'arrêter. Les partitions, ça existe vraiment, à différentes échelles. Ça peut être le simple câble qui est débranché dans un data center, ou à la perte nationale de l'Internet mondial. C'est arrivé, par exemple, en 2011, en Arménie, où une grand-mère a donné un bon coup de pioche dans le mauvais câble. Ça peut arriver. Voilà. Quand on parle de théorème, traditionnellement, il y a souvent des hypothèses d'application du théorème. Je vais vous parler de l'hypothèse dans laquelle ce théorème CAP s'applique, l'hypothèse d'un réseau asynchrone. Dans notre réseau asynchrone de notre système distribué, les nœuds se parlent entre eux, mais il n'y a pas de limite de temps pour que les messages entre les nœuds, qui sont échangés entre les nœuds, il n'y a pas de limite de temps pour que les messages arrivent. Ce qui implique très simplement que quand un nœud parle à un autre, le nœud ne va pas savoir si l'autre nœud a vraiment entendu son message et va lui répondre, ou si le message est perdu. C'est impossible de distinguer ce cas-là. Et l'impossibilité en fait du théorème CAP, l'impossibilité est démontrée dans le cadre du réseau asynchrone. Voilà. Pour résumer, vous avez trois choses, trois propriétés. Vous ne pouvez pas avoir les trois en même temps. Le théorème est plutôt simple. Je laisse la main à Borémy pour parler de la suite. Donc, après cet exposé donc, du théorème et de ses conditions d'application, on va parler de ce qui s'est passé dans les années 2010. Donc et on a appelé cette section la seconde passe de Brouwer, si vous voulez, parce que en 2012, Brouwer, qui était à l'origine un peu du truc, a publié un nouvel article qui dit 12 ans après, qu'est-ce qui a changé et quel recul on peut avoir sur le théorème CAP. C'est très intéressant parce qu'en fait, il revient un petit peu dans un discours très accessible. Enfin, voilà, si ça vous intéresse un petit peu, c'est l'article, je pense qu'il faut lire. C'est pas très très long, avec beaucoup d'exemples pratiques, certains auxquels on fera référence un peu plus tard.
Et donc il revient un petit peu sur voilà, les limites du théorème CAP et qu'est-ce qu'on peut en faire pour concevoir des systèmes. Pour les peut-être plus pointilleux d'entre vous, je me mets dans la catégorie des gens qui aiment chipoter, vous avez une critique du théorème CAP beaucoup plus argumentée, avec une très solide bibliographie qui fait un peu tout l'état de l'art sur les récents systèmes distribués jusqu'en 2015 du coup, par Martin Kleppmann, qui est un professeur à Cambridge, qui a publié un très bon bouquin d'ailleurs l'année dernière, et qui est vraiment très intéressant parce qu'il discute point par point les choses qui nous paraissaient un petit peu absurdes qu'on a soulignées par exemple sur la disponibilité précédemment. Il n'est pas non plus très très long, hein, on parle de 7-8 pages, mais par contre c'est dense, il y a plein de pointeurs pour aller chercher plus loin. Alors, moi je vais vous parler de quelques problèmes qu'on va identifier pour vous montrer qu'en fait c'est un peu limité ce théorème CAP et le sortir comme ça c'est pas très intéressant. Le premier c'est qu'on ne fait pas attention à la latence. Comme on l'a dit, le système est disponible, il répond tout le temps. Bon, sauf quand ces nœuds sont tous par terre, mais ça c'est un cas particulier. Et donc, réellement, si vous faites un minimum de réseau, vous savez que vous avez un temps d'attente. Vous ne pouvez pas attendre indéfiniment les nœuds distants du réseau. C'est juste pas pratique. Et comme vous devez attendre, vous ne pouvez pas savoir immédiatement quand vous êtes en partition. La partition, c'est comme vous êtes au téléphone avec quelqu'un, vous n'entendez plus rien, vous faites allô, allô, il y a quelqu'un, vous regardez votre téléphone, enfin il y a un petit peu de vérification avant de se dire non, ça y est, on a perdu l'autre côté, le vert a perdu bleu, et donc on est dans un cas de partition. Donc c'est rarement détecté instantanément. Donc du coup, le 100% de disponibilité, qu'est-ce que ça veut dire dans ce cadre-là? On a parlé de réseau. Je ne vais pas vous lire les 8 erreurs ou les 8 fausses vérités sur le réseau distribué qui a été formé par Peter Deutsch dans les années 90, quand il travaillait chez Sun. Mais en gros, c'est tout ce qui fait la réalité du réseau. Quand vous vous dites « j'ai du réseau et il y a tout qui passe, tout va bien et ça ne coûte rien », bah, en pratique, c'est loin d'être le cas. Vous pouvez retrouver la référence en cherchant un petit peu. Et pour terminer, j'ai envie de dire, le théorème, il a dit en pratique, on ne peut pas avoir C, A et P de manière parfaite. Oui, mais en fait, si vous regardez un petit peu, la cohérence et la disponibilité, c'est loin d'être des trucs parfaits. C'est des trucs continus, avec un spectre. Donc là, je vous en montre deux. Alors, sur votre gauche, vous avez le mode complètement inutile. Je m'en fiche d'être cohérent. Je renvoie tout le temps la valeur initiale, V0. Je ne vois pas l'intérêt. Enfin, si, un cache infini, si vous voulez. Mais ce n'est pas très intéressant d'un point de vue de la modification de données. Vous avez la super cohérence, celle que vous demande tout le temps le métier. Ah oui, mais moi je veux tout le temps que ce soit les bonnes données tout le temps à jour. Et puis entre les deux, vous avez tous les cas un petit peu intermédiaires qu'on vous montrer qu'en fait vous pratiquez déjà et que même votre métier connaît déjà. C'est juste qu'en fait, faut leur vendre un peu autrement. Pareil sur la disponibilité, vous avez dès qu'il y a quelque chose qui pète, il n'y a plus de service. Et vous avez, d'ailleurs j'ai fait une flèche qui se continue. Aujourd'hui, la disponibilité, c'est quelque chose qui se mesure. C'est un contrat. Vous regardez, sur l'année, j'ai été par terre combien de temps, du coup, je monte un facteur. Nous, ce qui nous intéresse, dans l'architecture, on va dire pragmatique, c'est un peu ce qu'on prône chez Octo, c'est finalement le compromis entre les deux, entre la solution triviale et la chose qui coûte très cher et qu'on n'aura jamais. Alors, du coup, je vous ai fait ça, maintenant, comment on fait en pratique? Je vous avais promis quelque chose de facile de ce niveau-là, et j'espère que c'est ce que vous allez retenir et repartir avec. Pour moi, il y a deux questions. La première, c'est la question de la partition. Vous faites un système distribué, il se peut, à un moment donné, que votre système soit séparé en plusieurs parties qui ne se parlent plus. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Est-ce qu'on décide de dire « Oh là, le système il est plus complet, on arrête tout, on pose le crayon, et puis on attend que ça revienne » Ou on peut se dire « Non, non, on continue, et puis on verra plus tard. » On va voir après les exemples qu'on peut avoir. Mais à chaque fois, cette question-là et cette réponse-là, c'est une décision business. C'est une décision de votre métier. C'est votre métier qui va dire, on va parler gestion de stock tout à l'heure, s'il me reste un élément en stock et j'ai deux clients qui le commandent en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ils passent les deux commandes? Est-ce qu'il y en a un qui bloque l'autre? À vous de voir. Mais ça, c'est à votre métier de vous dire. Deuxième question à se poser après, qu'est-ce qu'on fait quand le système est partitionné? Une fois qu'on retrouve que le système, la partition se termine, comment on fait la résolution des partitions? Tout simplement, il y a un conflit, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs techniques. Le dernier qui a parlé a raison, par exemple. On peut parler de linéarisation. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec, de cohérence linéaire, ce qu'a évoqué tout à l'heure et détaillé Stéphane. Vous avez la compensation. Tout simplement, avec mon histoire de stock, celui qui ne l'a pas eu, c'est pas grave, il a un bon d'achat majoré de 20%, parce que désolé, on s'est loupé sur le stock.
Et vous pouvez aussi faire appel tout simplement aux humains. Je vous donne un exemple, un système de saisie de tickets clients est par terre, bah, on peut noter sur un bout de papier et quand ça revient, bah, vous ressaisissez dans l'outil. De la haute dispo avec du papier et un crayon, ça fonctionne aussi. Et là encore, c'est une décision métier. Et je vous avais promis 2 questions, je vous en donne une troisième. Tout ça, c'est des questions d'analyse de risque. Un système distribué, c'est compliqué. Des mécanismes de résolution, etc., ça peut coûter cher, humainement, etc. La question, c'est est-ce que vous en avez vraiment besoin? Je pense que vous avez tous partiellement ou moins un background technique et que quand on est ingénieur, on a souvent tendance à faire du surdesign. Ça, c'est dangereux. Donc du coup, on a des outils pour un peu pallier ça. Ça va être tout simplement faire des choses simples, le principe KISS, et surtout mesurer et faire pragmatique. C'est-à-dire que commencer par quelque chose de simple et déjà mesurer la fréquence à laquelle votre risque d'incohérence est avéré. Encore, les risques des impacts, ça c'est tout simplement des décisions business. Donc retournez voir votre métier pour lui poser la question. Vous ne pouvez pas résoudre ça complètement tout seul. Pour clarifier rapidement, voici quelque chose qui doit évoquer des choses à quelqu'un, donc à quelques-uns d'entre vous j'espère. L'état initial est tout en haut, on est en informatique, on fait pousser les arbres vers le bas, c'est comme ça. Vous voyez que, alors là ça vous évoque peut-être rien, j'ajoute un niveau, voilà. Là vous avez la branche jaune et la branche verte qui sont 2 versions d'une même histoire. L'histoire se sépare et diverge à un endroit, c'est la partition, et à la fin l'histoire se réconcilie, c'est la réconciliation de la partition. Question 1, qu'est-ce qu'on fait en cas de partition? Question 2, là par exemple sur ce système-là, on a choisi de continuer à écrire, même quand il y a une partition, et après on résout. Bon, ceux qui codent, ils ont reconnu Git, sauf que les flèches devraient être inversées. Git, c'est un système tout simplement de travail distribué. Vous avez votre copie en local, vous avez la copie sur le serveur ou chez les autres, chez les copains. Vous faites vos modifications locales, ça diverge, et à la fin, quand vous repouchez, il faut merger. Et là, qu'est-ce que vous avez? Bah, vous avez exactement ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'en général, c'est automatique, et puis bah, des fois, il y a tout simplement des choses qu'on délègue à l'humain en disant « Oh, je suis incapable de vous dire, débrouillez-vous entre vous, c'est vous les humains, moi je ne sais pas ce que vous avez écrit ». Je vous donne rapidement quelques autres exemples pour vous montrer qu'en fait, même si vous ne faites pas du Git, vous le savez déjà, les fichiers partagés type Dropbox, Google Drive, etc., les répertoires partagés avec une copie locale, c'est pareil. Vous êtes dans votre train, sans connexion, vous travaillez. Quand vous revenez, zut, qu'est-ce qu'on fait? On a modifié 2 fois le même PowerPoint ou le même fichier doc. Bah, très souvent, la résolution de conflit, c'est fait en mettant, on vous met toutes les copies, on vous met un 2, un 3 entre parenthèses, et vous dites débrouillez-vous, c'est vous les humains, c'est vous qui gérez. Pareil sur l'édition de documents, j'ai mis les wikis, Wikipédia en tête, vous éditez tout le document, du coup vous avez plusieurs versions et ça se valide. Ou vous avez des trucs comme il y a sur la Google Suite par exemple, où on a quelque chose de beaucoup plus granulaire, on ajoute des mots, on ajoute des séquences, on supprime des choses, et du coup l'édition peut se faire au fur et à mesure. Donc pareil, là encore plusieurs stratégies. Une autre stratégie, c'est la stratégie des bases relationnelles. Alors là, ça parle, enfin à ceux qui connaissent un peu plus, on a très souvent 2 grands types de stratégies. On a la stratégie du verrou pessimiste, c'est je ne veux pas qu'il y ait de partition, donc du coup je commence à lire et hop, plus personne ne bouge. Et la version optimiste, je veux de la concurrence, les gens vont avancer, par contre on est dans la stratégie, le premier des 2 qui arrive à écrire, il va griller la priorité de l'autre et l'autre devra refaire une boucle. Un dernier, parce que la blockchain c'est à la mode, bah la blockchain c'est pareil, au cas où vous ne l'auriez pas vu venir. La blockchain c'est juste que, comment on résout le consensus, on dit que c'est la chaîne la plus longue, celle qui a le plus de puissance de calcul et tatata. Mais aujourd'hui voilà, dans un système avec proof of work, c'est la raison pour laquelle on vous dit d'attendre 3-4 blocs avant de vous considérer que la transaction est validée. Mais en fait, au fond de tout ça, votre métier est déjà au courant. Je vous dis d'aller leur poser la question, mais ils savent déjà faire. Et Stéphane va vous expliquer pourquoi. Et là, je vais vous présenter des exemples où le métier a pesé le risque, a été pragmatique. Il s'est dit, il y a des partitions qui sont possibles, il y a des conflits qui vont être possibles, comment je vais les gérer? Voilà. Le premier exemple, c'est un exemple, on va supposer qu'on va vouloir faire un site de e-commerce et qu'il y a un stock à gérer. Le problème, qui est issu d'un problème de partition, c'est si quelqu'un a vendu, si on a vendu à un client un article, mais que l'article, en fait, on ne l'a plus, il n'est pas disponible.
Et là, on va écouter le métier, tout simplement. Si le métier me dit « c'est la période de solde, je veux vendre absolument, je veux écouler », ce n'est pas grave si, au final, il y a des erreurs de stock. Comme Borémy l'a dit, on va pouvoir avoir deux stratégies. S'il y a une erreur qui arrive, on va pouvoir donner des bons pour racheter, ou, par exemple, donner un lien vers le SAV s'il y a un problème. Si, au contraire, le métier nous dit « Ah non, il ne faut absolument pas d'erreur de stock, il ne doit y avoir aucune erreur », je ne vais pas avoir une approche d'optimist locking comme on pouvait avoir avant, mais plutôt une approche d'optimist locking. Le deuxième exemple, c'est pour les distributeurs de billets, les DAB. C'est typiquement un système distribué où il y a une opération qui est possible, c'est de retirer de l'argent. Et il y a deux résultats. Soit l'opération est acceptée, soit l'opération est rejetée. Ça va dépendre, grosso modo, si le client va passer en négatif ou non. Si le métier dit que ce client, il est risqué, la solution va être souvent de proposer une carte de type Visa Electron. C'est une carte qui va vérifier systématiquement si le client a vraiment de l'argent. Il faut savoir que vérifier si le client a de l'argent pour un distributeur, c'est une opération qui est coûteuse pour la banque. La contrepartie, ça va être qu'il y a peu de machines qui vont accepter cette carte. Enfin, certaines machines ne vont pas accepter cette carte. Si par contre, c'est un client un peu moins risqué, on lui proposera probablement une carte Gold, où il va avoir un découvert autorisé. Et si le découvert perdure, la solution, ça va être des agios, tout simplement. Ça va être des solutions métiers, pas forcément techniques. Le dernier exemple, je vais essayer d'introduire la notion de consistance pour une timeline. D'autres notions de consistance, similaires à la consistance linéaire. Alors, je vais parler de réseaux sociaux, et on va s'imaginer un jeune qui veut poster une vidéo inappropriée sur son profil. Le problème, c'est qu'il y a sa grand-mère aussi sur son profil. Il va d'abord retirer sa grand-mère de sa liste des amis, et ensuite poster la vidéo. Ce que Facebook veut, c'est de ne pas avoir une grand-mère dans cette situation si les événements s'inversent. Ça veut éviter absolument ça. Donc là, on va plutôt vérifier l'ordre des événements sur une timeline. Au contraire, par exemple Twitter, ce qui les intéresse, c'est la disponibilité. Quand quelqu'un tweete quelque chose, il faut que ça soit facilement redisponible, retweetable. C'est la disponibilité de la donnée, la disponibilité des informations. Il faut que ça fasse le tour du monde. Au pire, il va y avoir du filtrage a posteriori, si le contenu était sensible. Sur ce, je vais laisser Borémy faire la conclusion. Ouais. Faire la conclusion et vous libérer pour le déjeuner. Alors, on va essayer de la faire rapide. Je vais invoquer un grand monsieur. Voilà, si ça marche, excusez-moi. Un grand monsieur, George Box, un grand statisticien qui nous a quitté il y a quelques années, père de l'inférence bayésienne, qui est aussi célèbre pour avoir dit que tous les modèles sont faux et certains sont utiles. Et ça, moi, c'est un peu ce que j'ai envie que vous reteniez du théorème CAP, c'est-à-dire qu'il a une certaine vertu, et on va le voir après. Alors, le takeaway, pour l'instant, le rideau est fermé, le buffet va ouvrir. Vous avez, en premier takeaway, par rapport, faisant suite à ce que j'ai dit sur George Box, le théorème CAP, il n'est pas inutile, il n'est pas pratique pour concevoir des systèmes. On vous a donné une autre approche pour faire. Néanmoins, il n'est pas inutile, et notamment historiquement. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, c'était incontournable de faire une base de données type NoSQL ou distribuée qui n'en tiennent pas compte, et c'était la question à poser. Ça a aidé beaucoup le marché à maturer. Ça aide aussi à discuter avec votre métier ou avec des gens qui sont forcément moins techniques sur l'équilibre et le compromis que vous faites entre la cohérence et la disponibilité. On vous a donné des exemples de stocks qui normalement parlent à beaucoup de monde, mais voilà, c'est quelque chose que certaines personnes savent faire, et vous avez le théorème pour vous aider et qu'on peut quand même citer. Donc il a une certaine notoriété.
Maintenant, vous qui êtes concepteur de système, enfin je vous dis vous, généralement vous êtes concepteur de système, quand vous faites du distribué, si vous faites du 3 tiers, vous faites déjà du distribué, hein, posez-vous les questions simples, quels sont les risques et les enjeux? Est-ce que je veux y répondre? Qu'est-ce que je fais quand ma partition arrive? Et comment je résous ma partition? C'est simple, beaucoup de vous le font déjà. Et c'est ce que je vous dis, c'est qu'en fait vous êtes déjà familier avec tous ces concepts et ces comportements. Donc, moi ce que j'aimerais bien c'est qu'on arrête et qu'on sorte un peu du débat un peu creux de est-ce que ma base elle est AP, CP, AP, enfin ma base, mon système au sens large. Il y a déjà plein d'outils qui le font. Et le dernier point sur lequel je veux vraiment enfoncer le clou, c'est votre métier qui connaît les réponses à ça. C'est pas juste une question de technique, c'est une question de, en cas de problème, la partition est un problème, quelle réponse je donne? Elle peut être technique ou métier, et c'est souvent un mix des deux. Mais vous ne pouvez pas juste faire ça tout seul et cacher sous le tapis. En ouverture, j'aimerais terminer sur les quelques initiatives qui nous paraissent intéressantes pour aller au-delà de ce théorème CAP. Alors, il y a ce qu'on appelle les CRDT, alors, je vais essayer de faire en français, les types de données répliquées sans conflit. Cocorico, ça a été développé ou formalisé à l'INRIA en 2011. C'est un ensemble d'opérations qui fait qu'en fait, c'est un peu le rêve que vous auriez dans Git, qui fait que la résolution et le merge se fait automatiquement sans problème. Donc si vous utilisez une base de données qui utilise ces opérations-là, vous ne devriez avoir aucun problème pour résoudre vos conflits. Il y a certains produits commerciaux ou open source qui l'utilisent déjà, notamment Riak et Redis. Il y en a d'autres aussi, hein, j'ai cité les deux plus gros, on va dire. Et le dernier, et c'est là où on raccroche les wagons avec notre ami Brewer qu'on suit depuis le début, il est VP of Infrastructure chez Google depuis 2011, et il a aidé à designer ce qui s'appelle aujourd'hui Cloud Spanner, qui est une offre de la Google Cloud Platform, qui vous propose une base de données relationnelle distribuée partout sur les data centers de Google, qui vous garantit en gros de la haute dispo et de la cohérence. On pourra en discuter, mais en gros, c'est un système cohérent, mais qui utilise toute la puissance et la maîtrise que Google a de son infrastructure réseau pour faire en sorte qu'en pratique, vous ayez de la très très haute dispo. À côté de ça, ils ont aussi des horloges atomiques et des GPS, mais ça, c'est pour les gens qui veulent du détail. Voilà, j'espère que vous êtes un peu mieux armés pour affronter les systèmes distribués. Et puis, bon appétit. Bon appétit. Merci.